Histoire Géo au tableau te parle aujourd'hui de médias, opinion publique et crise politique en France depuis 1890. Voilà, c'est H2, le deuxième chapitre d'histoire du programme et qui couvre une très longue période, plus d'un siècle, qui concerne l'histoire de France et qui concerne la période véritablement où les médias de masse vont prendre de plus en plus de place, vont triompher dans cette société. Alors les médias, bien sûr, c'est la presse écrite, c'est la radio, c'est la télévision, et puis tous les modes de communication, de diffusion de l'information qu'ont permis le numérique depuis les années 1990. Alors, dans l'introduction à une composition sur ce sujet, il ne s'agit pas de définir par tiroir ce que sont les médias, puis l'opinion publique, puis ce qu'est une crise politique. Il faut, dans l'entrée en matière, insister sur les liens très étroits qui existent, dans la mesure où ces médias, bien sûr, informent les citoyens, et de la même contribuent à la formation de cette opinion publique, l'ensemble des convictions, des valeurs, des jugements d'une société. Et c'est aussi pourquoi les pouvoirs politiques sont très très attentifs aux médias, qu'ils tentent d'ailleurs d'influencer, de contrôler. Et puis c'est lors de ces crises politiques, dans ces moments critiques, où un régime est mis à l'épreuve, que se nouent des relations complexes entre les médias, l'opinion, le pouvoir. Voilà, donc il faut que cette introduction fasse apparaître les liens complexes, je viens de le dire, qui unissent ces trois notions. Alors, la problématique sur ce chapitre, eh bien, elle s'articule bien évidemment autour du rôle des médias. Alors, quel est le rôle des médias? C'est la question donc principale que l'on va poser, mais il faudrait essayer de l'élaborer un petit peu plus en insistant, en disant, pardon, que bon, bien sûr, les médias se font l'écho des crises politiques, mais aussi s'interroger dans quelle mesure ces médias peuvent contribuer au déclenchement d'une crise politique, dans quelle mesure ils peuvent aussi parfois l'accentuer. Voilà, les médias ne se contentant pas de refléter la crise politique, donc il faudra aussi insister dans la problématique sur ces deux aspects. Voilà, donc pour illustrer le rôle des médias, on va choisir dans le développement quelques crises politiques emblématiques. Alors attention, le but d'une composition sur ce sujet n'est pas de décrire en détail le déroulé événementiel de ces crises, mais justement de se servir de ces crises pour montrer, en restant sur la problématique donc, et montrer justement que le rôle qu'ont eu ces médias lors de ces crises. Voilà. Pour ce qui est du plan, on va adopter un plan très classique, qui va être un plan chronologique qui s'impose quasiment vu l'étendue de la période qu'on a étudiée. Et ce plan va s'articuler autour des innovations techniques qui ont permis la diversification des médias. En clair, chacune des parties va être consacrée à l'avènement d'un média particulier. Et c'est ainsi que, dans un grand 1 que j'intitule L'âge d'or de la presse écrite, nous nous intéresserons à la période qui court de 1890, le début de notre programme, jusqu'en gros à la veille de la Seconde Guerre mondiale, 1939. Voilà. Et donc nous allons voir dans une première sous-partie sur cette presse écrite qu'il s'agit d'une presse d'abord dynamique durant cette période et d'une presse qui est très diverse. Voilà, les deux aspects développés dans ce grand A autour de l'âge d'or de la presse écrite. Alors, les Français sont les premiers lecteurs de journaux au monde en 1900. Ça, c'est un élément important à souligner. Alors, ça tient à plusieurs choses. On pourra rappeler, même si on est en dehors de notre sujet, qu'en 1880 sont votées en France des lois sur la presse qui vont permettre une liberté d'expression quasi totale, qui permettent également ce qu'on appelle une presse à bon marché, c'est-à-dire en clair une presse que chacun peut s'offrir parce qu'elle est pas chère, comme son nom l'indique, et cette presse à bon marché est une promesse de la République, de même manière que l'alphabétisation, par le biais des lois républicaines sur l'école, permet d'augmenter le lectorat de cette presse. Il faut ajouter également qu'il y a des progrès techniques importants qui sont réalisés dans cette période et qui vont permettre une diffusion massive de la presse. C'est vrai, des progrès dans l'imprimerie, les rotatives, des progrès également dans la reproduction des photographies qui rendent les journaux plus attrayants. Et vous pouvez noter aussi ces quelques chiffres qui rendent compte de ce dynamisme. En 1914, en France, existent 300 quotidiens différents. Voilà, il y a 300 titres
qui paraissent tous les jours en France, au niveau national ou au niveau régional. Quelques chiffres encore pour illustrer cette dynamique. On estime qu'autour de 1870, la France compte environ 1 million de lecteurs. Et à la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914, nous sommes passés à un chiffre de 10 millions. Vous voyez, c'est des chiffres qui sont très faciles à retenir. Hein, voilà, 1 million singulier. 10 millions en 1914, et ça illustre cet attrait, cet intérêt des Français pour la presse. Au-delà de ça, c'est une presse, je le disais, qui est très diverse. Il y a d'abord une grande presse qu'on peut qualifier de presse populaire, une presse donc, qui s'adresse au plus grand nombre et qui n'a pas d'orientation politique particulière. Le meilleur exemple de cette presse populaire au début du siècle, c'est un journal qui s'appelle Le Petit Parisien. Voici un exemplaire du Petit Parisien de 1900 avec un dramatique fait divers rapporté à la une. Voilà, un journal qui s'intéresse à des informations très diverses et en particulier donc les faits divers. Mais il y a aussi une presse qu'on peut qualifier une presse d'engagée, de politisée. On parle parfois aussi d'une presse tribunicienne qui en France est un petit peu dans l'héritage de cette presse qui naît au moment de la Révolution française, très polémique, et qui prend fait et cause pour certaines idées politiques qui sont débattues à cette époque. Alors après ce rapide panorama de ce qu'est la presse au début du XXe siècle en France, nous allons dans un grand B étudier de plus près comment cette presse a joué un rôle précisément dans ces crises politiques. Et la plus grande crise politique à la charnière entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, c'est l'affaire Dreyfus. Voilà, affaire Dreyfus avec un seul F. Alors, je répète, le propos n'est pas ici de détailler l'affaire précisément. On rappellera juste qu'il s'agit donc d'une affaire d'espionnage qui met en cause l'armée, qui met en cause les valeurs de la République, une affaire qui se déroule sur une période qui court de 1893 jusqu'en 1906, mais le temps fort de cette affaire est entre 1897 et 1899. On peut même dire que le point d'orgue de cette affaire Dreyfus est l'article que Émile Zola fait paraître en 1898 dans un journal qui s'appelle L'Aurore, et cet article intitulé « J'accuse », que vous connaissez si vous avez quelques souvenirs de vos cours de première. Dans cet article, donc, Émile Zola prend fait et cause pour Dreyfus et s'exprime dans un grand quotidien que l'on va qualifier de quotidien dreyfusard. Voilà. Tandis que d'autres quotidiens, et vous pourrez retenir le nom de La Libre Parole, peuvent être qualifiés de quotidiens anti-dreyfusards. D'ailleurs, La Libre Parole est le journal qui a lancé l'affaire. Voilà. Et donc, l'affaire Dreyfus illustre parfaitement cet affrontement politique qui se joue par journaux interposés entre les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards. Les journaux vont produire quantité de caricatures sur l'affaire, des preuves réelles ou imaginaires. Des hommes politiques et des intellectuels de renom prennent position. On évoquait à l'instant Émile Zola, ce sera le cas également de Jean Jaurès, de Georges Clémenceau, des grands hommes politiques du début du XXe siècle. Et cette affaire va profondément influencer l'opinion publique à travers les informations que délivre la presse. On peut aussi illustrer le rôle que joue la presse écrite dans ce début du XXe siècle à travers un autre moment fort, une autre crise politique, et ce sera l'objet du grand C ici, qui se joue le 6 février 1934. Là aussi, un événement qui a été évoqué dans vos cours de première. Je rappelle que le point de départ de cette affaire, c'est un scandale politico-financier, dit scandale de Stavisky, qui est révélé par la presse, d'ailleurs, par, et vous pourrez noter son nom au passage, le Canard enchaîné, cet hebdomadaire qui existe toujours, hebdomadaire satirique, paraissant le mercredi et qui, dans sa longue histoire, a révélé un certain nombre de scandales politiques. Voilà. Et donc ce point de départ, la révélation de ce scandale, entraîne, dans un contexte d'antiparlementariste et de poussée des ligues d'extrême droite, une grande manifestation qui dégénère le 6 février 1934. Donc, la presse écrite joue un rôle important dans cette affaire car elle va exciter les passions avant et après le 6 février. Je vous montre deux documents qui sont révélateurs du rôle de cette presse écrite.
Voici tout d'abord la une du quotidien Le Populaire, le 7 février 1934, qui rend compte de cette manifestation qui échoue. Le Populaire est un journal qui porte la voix de la SFIO, le Parti socialiste français à l'époque, donc engagé à gauche, et qui annonce cette manifestation comme un coup de force fasciste, tout en se réjouissant de son échec. Et le même jour, le quotidien L'Action française, qui est un journal au contraire qui soutient les ligues d'extrême droite, titre sur Après les voleurs, les assassins. Les voleurs, les assassins, eh bien, c'est le personnel politique, ce sont les députés qui sont accusés d'avoir fait tirer sur la foule dans cette journée du 6 février 1934. Voilà. Donc cette affaire révèle, je le disais à l'instant, encore le rôle que joue la presse dans la formation de l'opinion publique. Néanmoins, nous sommes 40 ans après l'affaire Dreyfus, le contexte médiatique est différent. Il y a une forme d'érosion du lectorat. Une érosion du lectorat que vous pouvez noter qui est liée essentiellement à une perte de confiance de l'opinion publique vis-à-vis de la presse suite à la censure qui a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Vous pouvez signaler aussi cette censure que l'on qualifiait parfois de bourrage de crâne. Voilà, et qui fait douter de l'opinion publique sur la crédibilité de la presse. Bon, néanmoins, cette presse est toujours très présente, elle reste très politisée. C'est une presse qui utilise de plus en plus la photographie. Et puis, à titre d'exemple, il y a un journal qui va connaître un grand succès dans cette période des années 30, c'est le journal Paris Soir, qui publie quotidiennement à 2 millions d'exemplaires. Ce sont des tirages énormes. Paris Soir s'appuie beaucoup pour attirer le lectorat sur l'utilisation de la photographie. Et puis pour terminer, il faut évoquer aussi que cette érosion de la presse dans les années 30, elle est liée à l'apparition d'un nouveau concurrent. Ce concurrent, c'est la radio, qui connaît un succès croissant dans les années 30. D'ailleurs, en 1934, elle est présente au moment de cette manifestation, elle est accusée d'être au service du gouvernement. Voilà, donc l'apparition de ce nouveau média, pour nous, est un moyen tout trouvé de faire le lien avec la suite et d'aborder dans le grand 2 maintenant, une partie que l'on va appeler le temps de l'audiovisuel, pour marquer l'arrivée en France de nouveaux médias, donc audio. Il s'agit évidemment de la radio, mais l'audiovisuel, ça tient compte également de la télévision. Donc ce grand 2 court sur la période, en gros, depuis 1939 jusqu'aux années 1990. Quelques précisions sur l'essor de ces nouveaux médias dans un grand A qui va s'intituler tout simplement De nouveaux médias. Voilà, donc on évoquait en transition donc, le succès croissant dans les années 30 de la radio. En 1930, on estime qu'il y a en France autour de 1 million de postes de radio. En 1939, donc moins de 10 ans après, ce chiffre est passé à 5 millions. Voilà. Donc forcément, cette radio elle concurrence de plus en plus la presse écrite, même si il faut rappeler que la presse écrite domine encore l'information jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au début des années 60. La diffusion de cette presse écrite augmente de 1940 jusqu'aux années 60. Elle se diversifie également, il y a l'adoption de nouveaux formats comme le News Magazine, des formats hebdomadaires, vous pouvez citer par exemple l'Express qui est un grand hebdomadaire d'information, ou le Nouvel Observateur, un petit peu dans la même veine, qui recopie des journaux nord-américains, ces journaux d'information qui apparaissent en France, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et puis après les années 60, cette presse écrite globalement est en crise. La presse populaire est en déclin, le nombre de titres diminue, la presse régionale a tendance à se concentrer. On peut relier cette crise de la presse écrite dans les années 60 à l'essor de la télévision, qui est vraiment le phénomène marquant des médias après la Seconde Guerre mondiale. La télévision donc, qui apparaît timidement en France dans les années 50. Je vais vous présenter un petit graphique qui rend compte de cette augmentation. Ce graphique qui rend compte en pourcentage du taux d'équipement des foyers français en téléviseurs, et on voit très bien comment cette courbe part de zéro au milieu des années 50.
connaît un départ assez timide, avec même un petit recul au début des années 60, mais véritablement, vous voyez que cette décennie, de 1960 jusqu'au début des années 70, marque l'arrivée du téléviseur dans de très très nombreux foyers français. Au début des années 70, le taux d'équipement est autour de 75%. Si vous voulez des chiffres plus précis, en 1958, au tout début de la télévision, on compte 1 million de postes en France. Voilà, un chiffre aussi facile à retenir. En 1958, donc, pardon, je le répète, et 10 ans plus tard, fin de la décennie 60, on estime qu'il y a environ 10 millions de postes télévisés en France. Le taux d'équipement des foyers, on le disait, de 75%. Donc retenez quelques-uns de ces chiffres pour illustrer cette croissance phénoménale de la télévision. Cette télévision, elle propose des émissions qui forment l'opinion publique, des émissions de débat politique. C'est aussi une période qui correspond au retour au pouvoir du général de Gaulle en 1958, vous voyez, au moment où la France commence à s'équiper, et ça va nous permettre d'aborder maintenant, dans la sous-partie suivante, le rôle particulier de Gaulle à plusieurs reprises au cours de crises politiques. Donc on va appeler cette seconde partie de Gaulle, maître des médias, pour les raisons qu'on va donc évoquer maintenant. Donc De Gaulle, maître des médias. Pendant la Seconde Guerre mondiale déjà, qui est une crise politique majeure bien sûr, on parle de guerre des ondes, ondes radiophoniques, entendu, autour de cette guerre à distance que se livre la France qui collabore avec l'Allemagne à Paris. Donc vous pouvez noter par exemple le nom de Radio Paris, qui est une radio qui émet en français mais qui est aux ordres des Allemands. Une petite ritournelle circule à Paris pendant l'occupation, Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Tandis que le général de Gaulle, depuis Londres, s'exprime sur les ondes de la radio publique britannique, la BBC. Voici une affiche qui date de l'occupation et qui dénonce le général Micro, c'est le surnom donc, que la France de Vichy donne au général de Gaulle, qui dénonce le rôle de Vichy, et vous voyez, par une propagande assez primaire. On voit ici le visage de Gaulle qui est masqué derrière ce micro, on reconnaît sa casquette de général, et cette affiche sous-entend en clair que le général de Gaulle est le porte-parole et s'exprime au nom des Juifs qu'on aperçoit ici en second plan, caricaturé avec donc la manière dont on les représentait dans les années 30. Mais vous voyez, cette affiche, elle rend compte de la propagande et en clair de l'inquiétude qu'éprouvait le gouvernement de Vichy vis-à-vis de cette influence que pouvait exercer le général de Gaulle depuis Londres à travers la radio. Alors, si l'appel du 18 juin 1940 a été peu entendu, parce que beaucoup de Français ne connaissaient même pas le général de Gaulle à l'époque, les discours suivants du général, et de la même manière que l'émission Les Français parlent au français, sont de plus en plus écoutés de manière clandestine par les Français pendant l'occupation. Et à ce titre, on pourra souligner le rôle important que joue la radio dans la formation publique, dans la formation des opinions publiques lors de cette guerre. Et puis, à la Libération, la radio va être nationalisée, va être épurée, de la même manière que les journaux qui ont collaboré avec l'occupant allemand vont être épurés. Et puis, toujours dans cette partie qui traite de Gaulle, on peut évoquer donc également le retour au pouvoir du général de Gaulle à partir de 1958 et la manière dont de Gaulle va user des médias pendant la décennie qui suit. On peut dire que les conférences de presse que donne le général de Gaulle à la télévision sont des spectacles médiatiques rituels. Il joue de sa prestance, de sa faconde également pour parler aux Français à travers la télévision. En 1962 a lieu un référendum où De Gaulle demande aux Français de se prononcer sur la manière dont doit à l'avenir être élu le président de la République. Et en 1962, lors de ce référendum, un journaliste à l'époque parle déjà de télécratie, c'est-à-dire le pouvoir donné à la télévision, tant il lui semble évident que les Français ont voté oui sous l'influence des discours du général de Gaulle à la télévision. Et jusqu'en 1968,
On va l'évoquer dans la partie suivante. On peut dire que la radio et la télévision sont étroitement contrôlées par le pouvoir. De Gaulle a parfaitement compris, depuis la Seconde Guerre mondiale et la BBC, l'importance que pouvaient avoir les médias et l'intérêt qu'avait le pouvoir politique à contrôler ces médias. Ce qui fait que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, sous différents noms, ces médias audiovisuels vont être sous le contrôle de l'État. Retenez au moins le nom de l'ORTF, donc l'organisation de radio-télédiffusion de France, qui dans les années 60 et encore les années 70, puisque l'ORTF existe jusqu'en 1974, est donc l'organisme d'État qui contrôle l'ensemble des diffusions à la radio et à la télévision. Il existe dans tout gouvernement un ministre de l'information, qui peut jouer de son influence pour décider du contenu des programmes qui sont diffusés dans ces médias audiovisuels. Voilà. Et puis, dans ce contexte, arrive une autre crise politique majeure sous De Gaulle. Cette crise, c'est mai 68. Oui, qu'on peut qualifier dans le sous-titre de crise majeure. Là aussi, le propos n'est pas d'évoquer en détail mai 68. Vous avez déjà entendu parler de ce moment très important dans l'histoire contemporaine de la France. Une crise qui débute par des manifestations, grèves étudiantes, et puis qui très rapidement va devenir une crise sociale généralisée, avec presque 10 millions de grévistes en France, et qui se transforme rapidement en crise politique. Au cours de cette crise, les médias en France donc, ont un rôle majeur, même si la presse écrite passe au second plan, tout simplement parce qu'il y a des grèves, et puis néanmoins, elle arrive plus ou moins à diffuser, mais on ne peut pas considérer que ce soit la presse écrite qui soit le média principal de cette crise de mai 68, d'autant que cette presse est également concurrencée par des moyens écrits alternatifs. De très nombreuses affiches, des tracts sont diffusés dans Paris. Je vous en présente un qui est tout à fait en lien avec notre sujet. Une affiche réalisée par les étudiants des Beaux-Arts parisiens, une affiche qui est très connue, qu'on pouvait retrouver sur les murs de Paris. La police vous parle tous les soirs à 20h. Donc le profil d'un CRS, et voyez le micro devant CRS, on retrouve ce sigle de l'ORTF qui suggère donc en clair que tout ce qu'on peut entendre à la radio, à la télévision, en clair viennent du pouvoir. Et c'est vrai que le service audiovisuel va être paralysé par cette crise. Il est d'abord réticent à couvrir les événements, et puis très rapidement une grande partie de l'ORTF est en grève. Donc réticent, et ça montre bien effectivement, ça donnerait raison à cette affiche qui dit que l'information audiovisuelle est censurée en grande partie par le pouvoir. Il n'empêche que la radio va jouer un rôle très important durant cette crise. Alors disons d'abord d'une façon générale que l'écoute de la radio, on en parlait dans les années 30, c'est considérablement généralisé dans les années 60. Le taux d'équipement en radio, notez-le, il est supérieur à 90%. Par foyer. Et puis un autre fait qui joue en faveur de la radio, c'est l'invention dans les années 1950 de ce qu'on appelle le poste à transistor, qui correspond en clair à une miniaturisation de la radio, c'est-à-dire que la radio dont on parle depuis les années 30, ce sont des postes qui sont très volumineux, qui trônent souvent au milieu du salon. L'invention et la diffusion du transistor va permettre, dès la fin des années 50, des appareils beaucoup plus petits, beaucoup plus mobiles, dont on va pouvoir se servir en toutes circonstances, y compris dans les manifestations. Donc ça, c'est une des raisons, mais la seconde raison de l'importance de la radio pendant mai 68 tient à l'existence, et ça il faudra le retenir, de ce qu'on appelle les radios périphériques. Voilà, les radios périphériques, c'est leur nom donc générique, périphérique parce qu'elles émettent depuis l'extérieur du territoire français. On peut citer par exemple donc Radio Luxembourg, qui comme son nom l'indique, émet depuis le Luxembourg voisin. Citons également la radio Europe 1, qui existe depuis 1955 et qui diffuse depuis l'Allemagne à cette époque. Et donc ces radios ne sont pas soumises à la censure de l'État, ne sont pas soumises à l'ORTF, et elles vont donc devenir, par leur liberté de ton, les relais de cette crise. Elles vont devenir aussi les informateurs des manifestants, on le disait tout à l'heure, on écoute la radio dans les manifestations, et donc on a ces journalistes de ces radios périphériques qui s'expriment en direct, et qui permettent à l'ensemble des Français d'être tenus au courant de l'évolution de cette crise majeure.
La reprise en main à l'issue de la crise est néanmoins très ferme. Dans l'ORTF, de nombreux journalistes vont être licenciés et le gouvernement va reprendre de manière tout à fait assumée le contrôle de ces moyens audiovisuels. Il n'empêche, une fois de plus, les médias ont joué une crise majeure, la radio particulièrement, dans cette crise de mai 68. Bien, on avance et on passe donc maintenant au grand 3, que l'on va intituler tout simplement recomposition à l'ère numérique. Recomposition, en clair, comment la donne médiatique qui existe depuis des décennies va être complètement bouleversée par l'arrivée de ces nouveaux moyens de communication et d'information, Internet, les téléphones portables, les tablettes, etc. Alors, comme on l'a fait dans les parties précédentes, on va commencer par un grand A qui fait le point sur la situation des différents médias à cette ère numérique. Alors, je n'ai pas rappelé les époques, mais l'ère numérique, c'est donc à partir des années 1990. Et on va voir que d'une manière générale, le paysage médiatique se caractérise par une plus grande liberté. Voilà. On est resté sur le contrôle des médias, en tout cas des médias audiovisuels, par le pouvoir à l'issue de cette crise de 1968, eh bien la presse va se libérer, en particulier donc dans l'audiovisuel. Une date majeure, c'est 1981, l'élection de François Mitterrand, qui correspond à l'apparition des radios libres, qui peuvent donc, depuis le territoire français, émettre librement, quasiment à la même période, 1982, c'est l'apparition, 1982, des premières télévisions privées, en France également. Donc il y a une diversification de l'offre télévisuelle depuis, et donc plus grande liberté parce que ces nouveaux médias audiovisuels vont plus librement exprimer des opinions diverses et donc par là même influencer toujours l'opinion publique. Pour ce qui est de la presse écrite, bien, on peut considérer que cette presse quotidienne est en crise. On a déjà signalé comment elle subit la concurrence de la télévision à partir des années 60. Eh bien, cette presse écrite traverse véritablement une crise avec l'émergence de ces nouveaux médias dans les années 1990. Alors, ce graphique rencontre des exemplaires vendus annuellement en France par la presse quotidienne. Alors, on ne va pas tellement tenir compte de cette courbe bleue parce que cette chute phénoménale là, en 2007-2008 correspond à la disparition de très nombreux journaux gratuits. Mais on va donc s'intéresser ici à la courbe orange, et on voit très bien comment entre 1982, la date est peut-être pas très claire pour vous, entre 1982 et 2012 ici, on constate une lente érosion du nombre d'exemplaires publiés, puisqu'on est à un total de plus supérieur à 5 milliards en 1982 et que le total des exemplaires dans une année, on s'entend, est de tout juste 4 milliards. En 2012, cette érosion se poursuit. Bien sûr, on l'a expliqué, c'est lié avant tout à la concurrence des nouveaux médias numériques. De nombreux titres disparaissent aussi par concentration, c'est-à-dire des grands groupes de presse qui rachètent des titres et ces titres disparaissent parfois. Voilà comment il y a une très très grande recomposition dans ce paysage des médias à partir des années 1990. Bien. Une crise particulière qu'on va évoquer ici, dans un grand B, voilà, on va se mettre en blanc, dans un grand B, c'est la crise qui intervient le 21 avril 2002. 21 avril 2002, là aussi on rappelle rapidement que 21 avril 2002, ce sont les résultats du premier tour de l'élection présidentielle en France. Et cette élection va révéler une surprise de taille. Voici tout de suite une illustration. Voici l'image que les Français ont vu apparaître sur leur téléviseur à 20h avec, aux surprises, Jean-Marie Le Pen, le candidat du Front National, présent au second tour de l'élection présidentielle, puisqu'il va devancer le candidat socialiste Lionel Jospin de quelques points. Alors on peut considérer que c'est un séisme politique et ça va reposer la question, reposer la question du rapport entre les médias, les crises politiques et également les sondages, puisque
les sondages, même si dans les derniers temps ils révélaient une montée du Front National, étaient bien loin de cette réalité. On accusera également les médias d'avoir mené une campagne sur des thèmes sécuritaires, en abordant avant tout des questions d'insécurité au quotidien. En clair, les médias sont accusés de faire le jeu du Front National, le média audiovisuel en particulier. Et puis 2002, c'est aussi le début de l'apparition des médias numériques, et c'est ce qu'on va donc évoquer en particulier dans le grand C, que j'intitule la nouvelle donne numérique, ou comment tous ces nouveaux médias ont véritablement bouleversé le paysage médiatique traditionnel. Donc la nouvelle donne numérique, ça se traduit par la banalisation d'Internet dans les années 1990. On estime qu'en France, en 2000, il y avait moins de 10 millions de personnes qui avaient accès à Internet. 10 ans plus tard, en 2010, on estime que ce sont près de 50 millions de personnes, c'est-à-dire l'immense majorité de la population française qui a accès à Internet. Alors Internet a permis la diversification de ces médias. Il y a des sites d'information en ligne. Vous pouvez noter par exemple le site Mediapart, qui est une publication exclusivement en ligne d'informations très politiques, mais il y a également de très nombreux blogs, les réseaux sociaux qui jouent le rôle de diffusion de l'information. En clair, l'opinion publique est transformée par cette information qui circule toujours plus, qui circule toujours mieux, et qui circule jusqu'où? Est-ce que ça veut dire, comme le titrait un quotidien français il y a peu de temps, que nous sommes tous journalistes? Voici la une de Libération de 2005. Donc le monopole des médias sur l'information est battu en brèche. On peut lire la manchette de ce journal, c'est sûr. Néanmoins, beaucoup d'informations font le buzz, beaucoup d'informations sont reprises sans être vérifiées. Il y a un mélange avec les opinions personnelles. En clair, est-ce un authentique travail de journaliste? Est-ce que les informations sont vérifiées? Bon, on peut critiquer et apporter beaucoup de nuances à cette question de journaliste. Ne pas oublier que le journalisme est une profession qui s'apprend, qui nécessite des compétences, que l'analyse en profondeur est souvent plus le lot de la presse écrite que de la presse audiovisuelle. Et c'est une aparté que je vous conseille bien sûr de lire les journaux. Ok, ça noircit les doigts, mais ça éclaire l'esprit. Alors, dans la conclusion sur ce thème, on peut, bien sûr, en reprenant notre problématique, lorsqu'on s'interroge sur le rôle des médias, essayer de statuer et se demander précisément jusqu'où les médias maîtrisent-ils l'opinion. Et à ce titre, reprenons l'exemple d'un référendum qui a eu lieu en France, un référendum en 2005 autour de la future constitution européenne. Lors de ce référendum, où on peut le dire l'ensemble des médias très majoritairement ont incité l'opinion publique à se prononcer par oui, eh bien les Français, dans une grande majorité, 55% d'entre eux, se sont prononcés pour le non lors de ce référendum. Et oui, cet exemple tendrait à montrer finalement que on peut manipuler l'opinion publique à travers les médias. Dans tous les cas, les citoyens n'absorbent pas ce flux médiatique sans le filtrer, sans le décrypter. Les êtres humains ne sont pas des machines. Il y a des mouvements d'opinion, des mouvements sociaux qui parfois ne peuvent pas être indiqués, freinés par les médias. Et puis les médias sont rarement unanimes. Il y a une diversité d'expressions dans ces médias, tout comme on la retrouve chez les hommes politiques, chez les citoyens. Voilà, donc à nuancer. Et je vais m'arrêter là pour cette conclusion.